pour qui en fait? Mesdames, très chers invités à ce tour de table, chers internautes, bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés et de participer à ce débat à votre niveau. Nous sommes là aujourd'hui, comme tous les 25 novembre d'ailleurs, pour célébrer donc, ou pour commémorer plutôt la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Malgré le temps, le mal demeure silencieux malheureusement, et pour donner de la voix à ce qui se fait dans la capitale économique, donc à Port-Gentil, où nous nous trouvons, nous avons réuni quelques actrices de la chaîne d'action contre les violences faites aux femmes. Les échanges, comme vous pouvez le voir, se font dans le respect des mesures barrières. Nous n'avons qu'une heure ensemble, donc on va aller tout de suite sur le vif du sujet, donc au sujet de qui fait quoi, où et comment dans la chaîne d'action de l'élimination des violences faites aux femmes dans Port-Gentil, c'est tout de suite et maintenant. Donc, nous allons aller sur la première question. Je me retourne tout de suite vers vous, Madame Mamboué. Au Gabon, selon l'enquête de santé de 2012, et c'est la dernière, oui, prenez le micro s'il vous plaît, c'est la dernière, l'enquête de santé 2012 dit que c'est plus de la moitié des femmes, soit 52%, qui ont déclaré avoir subi des violences physiques à un moment quelconque de leur vie, et ce depuis l'âge de 15 ans. Dans 45% des cas, l'auteur des actes physiques est le mari ou le partenaire actuel, malheureusement, ce qui m'emmène à vous poser donc cette question. À quel type de violence êtes-vous confronté dans l'exercice de vos fonctions? Merci. Au niveau du service provincial de la famille, nous sommes beaucoup plus confrontés aux violences économiques et aux violences psychologiques. Parce que la plupart des femmes qui viennent se plaindre, il y a aussi les violences physiques aussi, mais elles ne sont pas récurrentes comme les violences économiques parce que la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui amène à ce que beaucoup de femmes n'ont pas d'activité et donc elles ont du mal à se lancer dans certaines activités parce que leurs partenaires refusent à ce qu'elles s'adonnent à des activités génératrices de revenus. Dans les violences psychologiques, c'est vraiment difficile à définir parce qu'elles sont invisibles, elles sont subtiles et ce sont des violences généralement qui amènent ces femmes au divorce et parfois même, comment on appelle, euh, à l'abandon du domicile, tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication entre les partenaires. Et il faut aussi dire qu'il y a quelquefois, il y a des partenaires qui imposent leur style de vie, si je peux dire, au sein du ménage. Donc, la femme n'a le devoir que d'écouter et d'exécuter. Et il faut aussi souligner aussi que la précarité des conditions de vie amène beaucoup de femmes à supporter la vie avec si je puis dire, leur bourreau, entre guillemets, parce qu'elles n'ont pas les moyens de prendre en charge leur progéniture, donc elles sont obligées de s'aligner à la ligne de conduite que leur partenaire leur impose. D'accord, voilà. Madame Amboué, vous avez bien fait de pouvoir différencier donc ces différents types de violences. Madame Dibata, vous êtes la directrice provinciale des affaires sociales. Est-ce que ce sont les mêmes types de violences? Ok, merci de me donner la parole et merci de nous avoir associés à ce plateau d'échange. Donc, je dirais oui, nous sommes à peu près confrontés aux mêmes violences. Donc, violences économiques à cause de la situation économique que tout le monde connaît. Les femmes sont souvent très, très dépendantes. Elles dépendent vraiment de leur mari. Donc, du coup, c'est cette souffrance-là également, c'est cette souffrance, cette violence-là qui est également mise en avant chez nous.
Bon, il faut dire que la violence psychologique, bon, j'ai un peu fait de psychologie. La violence psychologique renvoie aux processus mentaux. Et les processus mentaux, ce sont des processus qui ne se voient pas, qui ne se voient qu'à partir du comportement des individus. Donc, du coup, je veux dire, pour ma part, je trouve que, bon, mettre la violence psychologique en avant, bon, je dirais que ce serait peut-être un peu fausser la donne parce que chaque violence induit sur les processus psychologiques. Voilà. Donc, moi, je partirais, oui, violence économique. Et je sais que cette violence induit sur le processus psychologique. C'est comme la violence physique ou sexuelle. D'accord, merci Madame Biotin. Madame Marandou, je viens vers vous parce que les ONG ou associations font généralement le relais de ce que l'État fait déjà pour aller un peu plus loin dans des zones où l'État n'arrive peut-être pas. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites exactement? À quel type de violence êtes-vous confronté? Merci encore d'avoir convié à ce plateau d'échange. Nous sommes confrontés à tout type de violence. Violence économique, violence sexuelle, violence psychologique et des violences physiques. Et il faut dire que dans la majorité des cas, c'est souvent compliqué aux femmes de en parler. Parce que dans la société où nous sommes, on nous a appris que la bonne femme, c'est celle-là qui garde tout pour elle. La bonne femme, c'est celle-là qui ne se plaint pas. Et malheureusement, toutes ces violences conduisent à la destruction de la famille. Donc, nous apportons, nous faisons dans la prévention, donc la sensibilisation par rapport aux violences de la jeune fille, du jeune garçon également. Donc, nous faisons beaucoup dans ça. Nous faisons aussi donc la prise en charge et l'accompagnement. La prise en charge pour les personnes qui sont subissent des victimes de violences physiques et qui arrivent chez nous. Nous travaillons en collaboration avec le SAMU national. Donc, nous emmenons auprès du SAMU. Elles se font ausculter par un médecin et elles ont des médicaments qui sont offerts gratuitement. Et on travaille également avec une psychologue, Marie-Christine Lamère, et un cabinet d'avocat. Et nous essayons de mettre tout en œuvre pour pouvoir emmener la personne à être rassurée qu'elle est au bon endroit et que c'est possible pour elle, si elle est bien entourée, malgré ce qu'elle a bien pu subir, de pouvoir se reconstruire. Bien évidemment, l'objectif de voir n'est pas de séparer les familles. D'accord. Donc, nous procédons d'abord à la conciliation. Nous essayons de rentrer en contact avec le conjoint pour essayer de discuter pourquoi ça devient si récurrent, pourquoi ils pensent que c'est la violence seulement qui pourra résoudre les problèmes. Parce que, comme je dis souvent, si c'est elle que tu as choisi, ça veut dire qu'elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Donc, qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui à trouver en elle ce qui te répulse au point de vouloir lui faire violence? Parce que la personne qu'on aime, on ne la va pas, on veut la cajoler, on veut la protéger. Donc, c'est un peu dans cet objectif-là, amener la personne à se reconstruire, emmener la conciliation des familles. Et également, comme disait Mme Angoué, le souci de violence économique est très récurrent. D'accord. Donc, ce que nous faisons un peu de l'accompagnement, nous faisons aussi dans l'alphabétisation, nous faisons dans l'apprentissage des petits métiers, apprendre la femme à être indépendante financièrement. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui va se mettre à commis sur la table, non, ça veut dire que, en fait, avoir une activité en tant que femme te permet d'avoir une certaine estime de soi. D'accord. Donc, c'est ce côté-là qu'on peut également travailler avec la femme, donc apprendre les petits métiers et puis les formations professionnelles afin de pouvoir se prendre en charge et subvenir aussi aux besoins de la femme. Merci bien, Madame Arundou. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'ONG Aurore. Madame Bia, vous êtes la présidente de l'ONG 3S, donc sensibilisation, santé sexuelle. C'est vous qui organisez avec vos partenaires cette conférence débat. Qui vient vers vous et pourquoi? Alors, pour savoir qui vient vers nous, c'est déjà de rappeler nos missions. Parfait. L'ONG sensibilisation, santé, sexualité, abrégé 3S, a fait dans la promotion des droits en santé sexuelle et de la reproduction. Vous comprenez tout de suite que c'est les violences directement liées à la sexualité. D'accord, donc violence physique. Les violences physiques, d'abord. Il y a le viol, Okay. Parfois les accouchements aussi. D'accord. Donc ici, dans nos missions, nous avons compris l'accueil, l'écoute, et dans cette écoute, faut rappeler que 3S, c'est confidentiel. Parfait. Et c'est anonyme.
Donc, on ne prend pas votre nom, on ne prend rien qui vous concerne. Donc, ça laisse libre choix à la personne vraiment de se lâcher, comme on peut dire, tout simplement. De dire un peu ce qu'il a au fond de lui. Et entre autres, nous avons aussi des sensibilisations au niveau des établissements, des programmes d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et au niveau de l'école primaire, des établissements primaires aussi, nous avons un programme appelé Mon corps, c'est mon corps. Et dans ces différentes activités, nous avons un petit questionnaire à la fin de ces sensibilisations où on demande aux enfants ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont bien trouvé dans la sensibilisation. Et là, vous avez à l'école primaire des petits enfants qui vous disent qu'ils ont été touchés, ils ont eu des attouchements. Au niveau du planning familial de 3S aussi, parce qu'au départ, il faut rappeler qu'on était un point écoute jeune pour orienter les jeunes, les sensibiliser et autres. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un planning familial qui propose des prestations, contraception, test VIH. Et lorsque un bénéficiaire arrive ici, il y a un questionnaire de primo arrivant. Dans ce questionnaire, nous avons 2 questions liées à... Nous allons revenir là-dessus, madame, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir dessus. C'était juste pour ressortir en fait que dans ces questionnaires, on a des gens qui répondent « Oui, j'ai été agressé, enfin j'ai été victime de violence. » Madame Mintsa Karel est procureure de la République au tribunal de Port-Gentil. On dit, et d'ailleurs, les dames à ce plateau l'ont confirmé, qu'elles ont du mal à parler. Arrivent-elles quand même à venir vers le corps judiciaire pour porter plainte? Si oui, de quoi se plaignent-elles? Merci de m'avoir donné la parole. Évidemment, à notre niveau, nous rencontrons également des violences qui sont faites aux femmes. À titre principal, nous avons des violences physiques et les violences sexuelles. Au titre des violences physiques, les femmes qui viennent pour se plaindre, en règle générale, il s'agit souvent des coups et blessures volontaires et parfois des violences et voies des faits qui font l'objet des dispositions des articles 230 du Code pénal. Dans ce cas d'espèce, elles viennent se plaindre de ce qu'elles auraient subi, des atteintes à leur intégrité physique, et ce, en fonction des conséquences des coups qu'elles auraient reçus. Ces violences caractérisées par les atteintes à l'intégrité physique peuvent faire l'objet soit des délits qui sont punis de peine correctionnelle, à supposer par exemple qu'une femme, lorsque elle aurait reçu des coups de la part de son mari, comme c'est l'un des cas que nous avons vu cette semaine, se plaindrait des coups et que par la suite, il en est résulté une incapacité pour elle telle que ne puisse marcher. Cette infraction sera directement qualifiée de crime en ce sens que les coups ont entraîné, comment on appelle, une infirmité qui la rende impossible de pouvoir y agir. En sus de ces violences physiques, il y a aussi des femmes et même de jeunes enfants qui viennent se plaindre de violences sexuelles, comme l'ont déjà dit plusieurs intervenants sur le plateau. Il faut même le dire, c'est l'une des infractions les plus en vue, les plus revues au palais de justice. En ce sens que ce soit des jeunes enfants ou bien des personnes majeures, des jeunes femmes font l'objet de soit d'attouchements, soit de viols et autres. Dans ce cas de figure, il en va de même. S'il s'agit d'un viol entre des personnes majeures, là il s'agit simplement d'un viol simple, mais en règle générale, on a des viols de jeunes enfants, de jeunes filles, qui se seraient produits soit par l'effet de leur père ou de leur enseignant dans un établissement scolaire. Donc nous rencontrons ces situations au quotidien. Et évidemment, c'est tout à fait dénoncé. Merci beaucoup, Madame le procureur. Maître d'Almeida, vous êtes là aussi pour représenter le corps judiciaire, mais vous êtes avocate. Est-ce que il vous est arrivé d'accompagner justement des femmes qui se plaignaient de violences, que ça soit physique, que ça soit morale, économique, dans l'exercice de vos fonctions? Oui, je vous remercie et permettez-moi de remercier l'ONG 3S qui a permis que nous soyons là
parce que les violences faites aux femmes, c'est une réalité poignante. Donc, il faudrait en parler et éviter surtout qu'on tombe dans la banalisation, l'indifférence et puis la justification, c'est-à-dire essayer de trouver une raison pour dire « Ah, peut-être que la femme l'a cherché, peut-être que le monsieur est ça ou là. » Donc, pour revenir à votre question proprement dite, je dirais que oui, nous recevons au cabinet des personnes victimes de violences. C'est surtout les violences physiques et psychologiques. Les violences sexuelles, les gens, je pense que les femmes avec la pudeur, comme a dit Madame Maroundou, donc elle hésite beaucoup d'en parler, mais c'est plus les violences physiques, morales que nous recevons au cabinet. D'accord, maître. Tout à l'heure, Madame Bia, la présidente de l'ONG 3S, évoquait un questionnaire anonyme qui est rempli en cas de premier passage. Les chiffres révèlent ceci. Sur 3608 participants donc à ce questionnaire, 14,2% de ces derniers déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. Dans ce lot de 14%, on parle de 93% qui sont des femmes, et donc 7% qui sont des hommes. Pour ce pourcentage d'hommes, nous y reviendrons dans un autre débat. 96% des participants déclarent donc avoir été victimes de viols, ce sont des femmes, d'accord? Et 57% sont victimes de viols 57% de ces femmes qui sont victimes de viols ont moins de 20 ans. C'est cela que révèle donc ce questionnaire. Ça me permet tout de suite d'aller vers la deuxième question qui évoque les prises en charge. À l'ONG 3S, en quoi se résume la prise en charge justement lorsqu'une dame vient vers vous? Lorsqu'une dame ou une jeune fille arrive, elle est reçue par un animateur social qui l'écoute. Parce que quand même, on a tout fait avec ces questions de donner une formation qui a été faite dans le planning familial français pour l'écoute et l'accueil bienveillant. Donc, ça rassure un peu plus ces personnes. Et il faut aussi rappeler que dans ces chiffres-là, la majorité, c'est des viols anciens, on va dire plus de 10 ans parfois, plus de 13 ans. Et lorsque le traumatisme est très grave, on peut proposer des séances, 2 ou 3 séances avec une psychologue prise en charge par l'ONG. Et si la personne veut continuer à vouloir, comme on dit, poursuivre la plainte, on l'oriente justement. Aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir avoir plusieurs personnes, plusieurs professionnels sur notre plateau. Donc, nous orientons. Donc, ici, c'est l'accueil, l'écoute et l'orientation lorsque le traumatisme est plus profond et que la personne veut poursuivre ça. Donc, je disais, Madame Dibata, vous êtes directrice provinciale des affaires sociales dans la province de Ogooué-Maritime. À quel niveau intervient votre prise en charge et en quoi consiste-t-elle? Ok. Déjà, notre prise en charge consiste déjà à l'accueil de la victime. Dès que la victime arrive, on l'accueille. Ensuite, on va l'écouter. Après l'écoute, pendant l'écoute, on va rassurer la personne, on va présenter à la personne ses droits, on va lui présenter le bien fondé de se dévoiler afin d'être prise en charge. Ensuite, on oriente parce que, comme on dit, on est plusieurs spécialistes, à chacun sa compétence. Donc, quand on sent que notre compétence s'arrête à un niveau, eh bien, on va procéder à l'orientation. Donc, s'il y a des coups et blessures, on va demander à ce que la personne ait un certificat médical. Si la personne est trop méfiante, on peut même aller jusqu'à accompagner la personne dans ces différentes procédures, c'est-à-dire prendre l'individu, amener à l'hôpital. Si elle n'a pas la CNAM, solliciter la gratuité des différents examens, parce que c'est aussi là un frein. Les examens, les certificats médicaux ne sont pas souvent gratuits. Donc, souvent, nous, on accompagne ces victimes pour qu'elles puissent bénéficier de cette gratuité-là. Et ensuite, il y a l'accompagnement. C'est vrai que par rapport à cet accompagnement, commencent à surgir certaines limites. Parce que la personne qui a été victime d'une violence a parfois du mal à repartir dans son milieu de vie. Et souvent, nous, on est limité parfois à ce niveau-là. Donc, c'est en cela que consiste notre prise en charge. Madame Mintia Karel, vous êtes procureure de la République au tribunal de Port-Gentil. On va essayer d'être un peu plus pratique.
à quel moment justement une femme victime de violence de femme doit-elle venir vers vous pour peut-être porter plainte? De manière pratique, dès qu'une femme serait victime de coups, bien de violences sexuelles, ce que nous rencontrons au quotidien, cette personne peut nous saisir, soit sur une plainte, par plainte écrite, ou à défaut par une dénonciation d'une tierce personne. Donc, à supposer que l'une des ONG ici présentes soit informée de l'un des cas subis par une victime, elle vient vers nous, elle fait une dénonciation. Nous, dans ce cas de figure, on reçoit la dénonciation ou la plainte, et à partir de ce moment, nous allons déjà commencer par procéder par une réquisition à personne qualifiée afin de déterminer de manière indubitable que la personne qui nous est présentée a bien été victime de violences, quitte sexuelles ou physiques. Cette personne va nous établir un certificat médical qui va attester de ces violences, et à partir de ce moment, on va procéder à l'enquête. On va entendre sur procès verbal les différentes parties. Toutes les personnes qui auraient assisté à l'événement vont être entendues. Et à partir de ce moment, dès que toute l'enquête préliminaire est finie, cette personne nous est présentée devant le tribunal, et à ce moment, nous allons nous déterminer quant à la suite à donner à l'infraction. Si les faits sont constitués, à partir de ce moment, soit la personne passe directement en phase de jugement si les faits sont commis dans un délai de moins d'un mois. À défaut, si les faits remontent ou bien cela nécessite ou ça a un caractère criminel, la personne est renvoyée devant le juge d'instruction pour une autre enquête afin de pouvoir mieux apprécier la sanction pénale qui pourrait lui être infligée. Dans ce cas de figure, une fois que c'est terminé, cette phase terminée, on présente le prévenu devant la juridiction de jugement qui statue de manière définitive, tant sur la sanction pénale inhérente au prévenu que sur la réparation civile du dommage qu'aurait subi la victime. Parce que, évidemment, lorsqu'elles viennent vers nous, c'est aussi pour pouvoir être dédommagées quant aux violences qu'elles auraient subies. Comme vous l'expliquez, ça semble un peu long. Est-ce que les plaignantes arrivent au bout de cette procédure? Évidemment, bien sûr. C'est le quotidien, comme je vous le dis. Peut-être que les gens ne sont pas suffisamment informés, mais de plus en plus, ces infractions sont portées à notre connaissance, et de plus en plus, les personnes qui sont en infraction avec la loi dans ce cas de figure sont sanctionnées. Merci beaucoup, Madame le procureur. Madame Arundu, vous êtes présidente fondatrice de l'ONG Aurore. Dans la prise en charge par rapport aux femmes qui viennent chez vous exposer les cas de violence qu'elles subissent, est-ce que vous travaillez avec la justice ou jusqu'où allez-vous? Bon, comme je l'ai signalé tantôt, nous travaillons avec un cabinet d'avocats et notamment avec le corps de police, notamment le commissaire du commissariat central. Donc, ce que nous faisons, nous écoutons d'abord la victime et en fonction du délit ou en fonction de la gravité des faits, il y a des faits qui suscitent d'abord un entretien psychologique et ensuite on va au niveau de la loi parce qu'il faut que la personne soit même pouvoir s'exprimer parce que les gens n'arrivent pas à se mettre à pleurer tout le temps. Donc nous consultons d'abord notre avocat et après ces conseils, nous nous rapprochons des forces de police et nous lançons la procédure. Et notamment pour les certificats médicaux, comme disait madame la directrice du service social, c'est payant ici. Voilà, nous travaillons en collaboration avec le service social. Donc, la victime n'aura pas de dossier des fonds, on l'emmène là-bas et après l'examen du médecin, on établit un certificat médical et après on se retrouve là-bas. Merci Madame Arundu. Maître d'Almeida, vous êtes avocate. Dans la prise en charge de ces femmes qui se plaignent justement de violences physiques, économiques et morales, comment faites-vous? C'est pas évident que toutes aient les moyens, par exemple, de s'offrir les services d'un avocat. Comment faites-vous? Bon, généralement... Prenez votre micro, s'il vous plaît. Bon, généralement, on reçoit les personnes en consultation. Bon, c'est vrai, vous allez soulever un point qu'ils n'ont pas tous de moyens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois, on fait aussi du social. Parce qu'il y a des cas
où la personne n'a rien, mais on sent que cette personne est en détresse. Donc, c'est aussi notre rôle de leur venir en aide. Donc, on les reçoit et généralement, comme a souligné Madame Marondou, on fait l'écoute active parce que certaines vieilles sont tellement démoralisées. Dès qu'elles arrivent, vous leur donnez la parole, elles se mettent à pleurer. Donc, en ce moment, pour moi particulièrement, ce que je fais, je laisse la personne pleurer. Ensuite, lorsqu'elle retrouve ses moyens, elle explique et je peux passer parfois 1 heure de temps, j'écoute, parce que je sens, c'est une personne humaine, je sens que cette personne a besoin qu'on l'écoute. Et c'est après l'écoute, ça me permet de déterminer qu'est-ce qu'on peut reprocher, si c'est la violence morale ou surtout la violence physique, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des preuves suffisantes? En ce moment, on conseille d'aller faire un certificat médical. Ensuite, ça permet de voir si nous pouvons saisir le procureur. Mais il faut que la personne, la femme, ait la volonté, décide. Parce que nous ne sommes que des conseils. On ne peut pas lui dire va porter plainte. Donc, si la personne décide en ce moment, on peut faire une plainte avec constitution de partie civile ou on l'envoie au parquet de la République pour une plainte qui sera envoyée devant les forces de police judiciaire. Merci beaucoup, maître. Madame Ongwe, vous êtes chef du service de la famille dans Port-Gentil et dans le Goué maritime. On constate que ce phénomène, ce fléau des violences faites aux femmes touche les femmes de toutes les couches sociales. Lorsqu'elles viennent vers vous, est-ce que vous avez des facilitations que vous proposez, par exemple, pour pouvoir aller vers le corps judiciaire après, sans qu'elles ne dépensent quelque chose, vous représentez l'État? C'est vrai qu'on représente l'État, mais on n'a pas un portefeuille où on puisse les accompagner. Des conseils, par exemple. Voilà. Nous, notre rôle, c'est d'abord les recevoir, les mettre en confiance à travers l'écoute. Et on la laisse parler, comme disait Maître Dameda. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Il m'est arrivé même à avoir 3 heures où elle parle, mais ça permet déjà à la personne de s'extérioriser le mal dont elle subit. Et ensuite, on demande à la dame si elle veut bien qu'on convoque le partenaire ou le conjoint. Quelquefois, elles vous disent non, je suis juste venue parler, que vous me donniez des conseils. Et je veux qu'il change. Mais la personne ne peut pas changer si on ne l'a pas devant soi. Il faut d'abord qu'il y ait un entretien avec les 2 parties pour trouver où est la faille ou comment remettre le couple sur de meilleurs rails. Voilà. Vous avez évoqué quelque chose de très important, la convocation du conjoint. Oui. Est-ce qu'il arrive que des conjoints arrivent après que leur épouse ou concubine se soit plainte? Oui, il y a des conjoints, ils viennent, mais quand ils viennent, on essaie déjà de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour vous orienter à la police ou au tribunal. On est là pour trouver un terrain d'entente. Et maintenant, si on est dans l'incapacité de le faire, en ce moment, il reviendra à la dame de vouloir aller au tribunal et on peut l'accompagner. Mais il serait souhaitable qu'elle-même, malheureusement, ce à quoi on est confronté, c'est que beaucoup ne veulent pas aller jusqu'au bout. Vraiment beaucoup. Pourquoi? Par peur des représailles. Représailles de qui? Parfois de sa propre famille ou encore de la belle famille. Et on joue avec la fibre maternelle. Tu as pensé à tes enfants, si ton mari va en prison, et tout ça, c'est des pesanteurs qui font en sorte que la femme ne puisse pas aller au bout de son action. J'ai rencontré un couple comme ça ici. La dame a porté plainte, le monsieur a fait la prison. Il est venu à la convocation, mais il était en courroux. Et il en voulait sérieusement à sa femme d'avoir fait ça. Et on a essayé de lui faire comprendre le bien fondé de son action. C'est vrai qu'il est passé par le milieu carcéral, mais lui faire comprendre que des conséquences pouvaient arriver. Elle pouvait perdre la vie, les enfants peuvent se retrouver orphelins, et même lui-même, il pouvait se retrouver entre les barreaux pour une durée indéterminée. Donc, oui, quelquefois, les hommes arrivent. Madame le procureur, c'est aussi le cas vers vous. Les hommes arrivent à venir vers vous après avoir été convoqués. Est-ce qu'il vous est arrivé de tirer des oreilles à certains d'entre eux? C'est pas possible en qualité de procureur, parce que notre obligation, c'est celle de poursuivre tous ceux qui sont en infraction à la loi pénale. Or, évidemment, les cas de cour
de violences sexuelles et autres sont des infractions à la loi pénale. Quand c'est comme ça, on dit clairement à ces personnes qui viennent se présenter qu'il ne s'agit pas pour nous d'éventuellement vous concilier. Il s'agit pour nous de réparer l'infraction à la loi pénale qui a été commise par votre conjoint ou votre concubin. Maintenant, cela dépend. En qualité de magistrat du siège, c'est différent. Là, donc, pour ce qui concerne la chambre matrimoniale, par exemple au tribunal, évidemment, on peut convoquer le conjoint ou l'époux ou le concubin indélicat, et dans ce cas de figure, on essaie de faire comprendre, à travers les différents échanges des autres intervenants, qu'il faut le bien fondé d'une cellule familiale forte, parce que nous n'avons pas, de ce point de vue, en qualité de magistrat du siège, la volonté de briser les foyers. Nous avons plutôt la mission de faire en sorte que ces foyers soient forts, et dans ce cas de figure, on tire la sonnette d'alarme, et si ça ne marche pas, malheureusement, en qualité de procureur, on va devoir poursuivre, quitte à présenter cette personne devant la juridiction de jugement. Merci, Madame le procureur. Allez-y, Madame. Oui, ce que je voudrais, parce que tout à l'heure... un peu plus. Ok. Tout à l'heure, on a parlé des frais, mais il y a une loi que les gens ne connaissent pas. Il y a la loi sur l'assistance judiciaire. Et les bureaux d'assistance judiciaire sont installés auprès de toutes les juridictions. C'est-à-dire qu'un justiciable qui n'a pas de moyens, mais il faut justifier, peut saisir le bureau, et l'État prend en charge les frais de procédure et les frais d'avocat. Donc cette loi n'est pas vraiment connue, mais je pense que dans les mois à venir, on aura l'occasion d'en parler. Qui fait quoi, où et comment dans la chaîne d'action d'élimination des violences faites aux femmes dans Port-Gentil? C'est de cela dont nous parlons sur ce plateau. Mesdames des ONG, est-ce qu'il vous est aussi arrivé de convoquer des conjoints et peut-être essayer des réconciliations dans des cas de figure qui se présentent à vous? Alors, avec l'ONG 3S, c'est un peu différent. Ce n'est pas un lieu de prise en charge. Les gens ne sont pas formés pour. La seule formation qu'on a pu quand même mettre en place pour améliorer notre prise en charge, c'était cette formation sur l'écoute. Donc, les toutes petites possibilités que nous avons, comme je vous disais, c'était quelques séances avec la psychologue. Et on proposait aussi le test du VIH, parce que ça fait partie de nos activités. Et il est proposé parfois gratuitement pour ces personnes-là. Et regarder aussi les autres infections sexuellement transmissibles. Parce que nous parlons là, promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. Donc, en dehors de ça, nous n'allons pas plus loin parce que nous savons qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça et qu'il faut passer la main. Parce que ces femmes-là ont besoin non seulement de cette écoute psychologique, mais d'un examen gynécologique physique qu'il faut aller faire. C'est vrai que nous avons des animateurs sociaux et des sages-femmes, mais les sages-femmes dans la justice ne sont pas habilitées à pouvoir faire l'examen de ces jeunes filles qui sont, ou ces femmes qui sont abusées sexuellement. D'accord. Madame Arundu, l'ONG Aurore va jusqu'à des conciliations ou vous arrêtez? Bien évidemment, avant d'en parler des poursuites, je dis que l'ONG n'est pas de créer des séparations. D'accord. Donc on opte d'abord pour la conciliation. Et dans le cas où ça s'avère être un échec, à ce moment-là, nous sommes des autorités. D'accord. Très bien. Nous allons évoluer donc dans cette conférence débat où nous parlons justement de qui fait quoi, où et comment dans la chaîne d'action de l'élimination des violences faites aux femmes. Nous sommes à Port-Gentil et nous sommes dans les locaux de l'ONG 3S Sensibilisation Santé Sexuelle. Voilà, c'est une conférence débat qui est rendue possible grâce au concours de vos partenaires, donc Total Gabon et l'Union européenne. Nous évoluons et parlons un peu de quelques pistes de solutions. On a évoqué le problème, évoquons les solutions. L'exemple chinois peut nous permettre de lancer le débat. Donc, il est plutôt pertinent, mesdames, où l'administration chinoise a créé une base de données avec des noms et les coordonnées d'hommes reconnus violents sur le plan conjugal. Donc, les femmes y ont accès à n'importe quel moment pour voir, par exemple, si le nom de leur futur époux, de leur concubin ou même simplement de leur petit ami y figure. Quelles sont les pistes de solutions qui sont proposées ici pour qu'on puisse arriver à réduire ou
peut-être supprimer les cas de violence faites aux femmes. Je commencerai par l'administration d'abord. Madame Dibata, s'il vous plaît. Comme piste de solution, moi, je proposerais l'éducation parce que sans l'éducation, c'est assez compliqué. Il faut déjà commencer à éduquer à nos enfants qui sont encore très jeunes, le respect déjà de leur corps, le respect du corps d'autrui, l'éducation. Et pour des personnes qui malheureusement n'ont pas eu la possibilité d'avoir une bonne éducation, les sensibilisations sur les droits humains, sur les droits de la santé sexuelle et de la reproduction, parce que tant que une personne peut vivre une situation de violence, mais comme elle ne sait pas ce que c'est, elle se dit que c'est normal. Mais dès lors qu'elle a l'information, elle va tout de suite comprendre qu'elle est dans une situation anormale et elle pourra commencer à saisir les services compétents pour pouvoir le signaler. Donc moi, je partirais pour l'éducation, la sensibilisation tout azimut pour qu'on ait plus de signalements. Et cette sensibilisation, elle doit être une sensibilisation du genre. Pour l'élimination de ce type de violence, il faut inclure l'homme. Parce que si l'homme n'est pas pris en charge, il va être difficile. On ne peut pas travailler que sur une partie, la femme. On doit également s'accentuer sur l'homme. C'est pas qu'on va l'excuser, mais qui est également une victime. Parce qu'il ne reproduit que ce qu'il a reçu. Et pour pouvoir comprendre que ce qu'il fait n'est pas juste, il faut qu'il soit également pris en charge. Donc vraiment une sensibilisation sur le genre, donc l'homme et la femme. Ce serait pour moi des pistes de solution. Pour compléter, au niveau du ministère, il y a une maison, un foyer d'accueil pour femmes battues qui va être rendu disponible. On a déjà le site, mais c'est pas encore opérationnel. Ça, c'est déjà une solution. L'autre solution au niveau du service provincial de la famille, on a créé une plateforme dans laquelle on envoie des informations. Par exemple, comme je vous ai dit, au niveau du service, ce sont beaucoup plus les violences économiques auxquelles les femmes sont victimes. Donc, on a créé cette plateforme pour leur permettre de participer à des formations pratiques pour pouvoir être autonomes. Et on a aussi, je parlais du foyer, on a aussi cette plateforme-là qui peut être une solution. On peut aussi mettre, pourquoi pas, en place un numéro vert qui permettra aux femmes de pouvoir dénoncer les victimes dont elles sont sujets. On peut aussi, pourquoi pas, créer au niveau de la police une cellule d'écoute où les femmes pourraient se rendre incognito et pouvoir s'exprimer et pour continuer la prise en charge sur le plan, pourquoi pas, juridique aussi. D'accord. Vous êtes avocat. Qu'est-ce qui serait souhaitable, par exemple, en termes de solutions pour qu'on puisse réduire ou peut-être supprimer carrément ce phénomène de violence faite aux femmes? Bon, je pense que les premières intervenantes ont dit beaucoup de choses, mais j'ajouterais que d'abord, il faut faire connaître les ONG qui s'occupent de ce genre de conflit. Parce que moi, je suis surprise. À un moment, on m'avait demandé si une association qui s'occupe des violences faites aux femmes, je n'en connaissais pas. Donc, c'est la première fois que j'apprends qu'il y a une ONG, Aurore. Donc, déjà, il faut faire connaître ces ONG. Ensuite, il faudrait aussi, autant lorsqu'on se prépare au mariage, on va parfois vers l'avocat, ou bien les professionnels du droit pour savoir quel régime matrimonial je dois choisir. Autant aussi qu'il y ait des lieux où le couple peut aller pour connaître aussi ce droit-là, le droit de savoir que on ne doit pas faire violence, on ne doit pas violenter le conjoint. Ça doit être, s'il y a les ONG, ils peuvent aller, s'il y a des salles d'écoute, comme vous avez proposé également, ou venir voir l'avocat ou tout professionnel de droit pour connaître cela. Ensuite, il faut aussi, moi je parlerai de la médiation, il faut qu'il y ait des médiateurs en matière familiale qui pourra, lorsque il y a une première violence déjà, que la partie intéressée, comme on dit en justice, puisse se rapprocher de ce médiateur pour essayer, qui va rapprocher l'autre, qui va appeler l'autre partie
et essayer de discuter. Et comme on dit les deux autres, c'est important de commencer à la base, c'est-à-dire tout petit. C'est-à-dire dès l'école primaire déjà, on doit informer, on doit discuter avec les enfants et les femmes elles-mêmes aussi doivent se former pour connaître leurs droits. Parce que rien ne vaut la connaissance. Merci beaucoup, maître. Madame Marungo, vous proposez des solutions pratiques à ce problème. Pensez-vous en faire assez ou vous voulez peut-être aller un peu plus loin? On aimerait aller plus loin. Comme disait Madame Ongwe, on a également le projet du centre de refuge pour ces femmes, parce que pour ce qui est de la ville de Port-Gentil, beaucoup de femmes viennent ici pour suivre leurs conjoints pour le travail. Et donc, souvent, elles n'ont pas de parents et elles n'ont pas d'endroit où aller. Donc, souvent, elles se disent que je suis obligée de supporter parce que je n'ai pas d'endroit où aller. Mais quand tu regardes la dame, le visage est défloué. En fait, c'est vraiment pénible. Voilà. Donc, c'est pouvoir créer un centre de refuge pour ces femmes qui sont victimes de violences afin de pouvoir prendre contact, attache avec la famille qui se trouve hors de la capitale. Et également leur emmener à avoir des formations professionnelles. En fait, le meilleur héritage qu'une femme victime de violence puisse apporter à son enfant ou à ses enfants, c'est de s'être reconstruit en tant que femme. C'est de pouvoir dire que, au-delà de ce que j'ai pu subir, voici ce que je décide de faire de ma vie. Donc, vous de même, peu importe les coups que vous aurez dans la vie, il est possible de pouvoir se relever. Parce qu'il faut dire que les femmes victimes de violences, souvent dans notre société, sont souvent mal vues. Et de manière psychologique, elles sont souvent très atteintes, elles sont très amoindries, elles s'en veulent, elles se disent qu'elles ne valent rien. En fait, c'est de pouvoir emmener la femme à avoir une certaine estime d'elle-même et dire que si Dieu m'a conçu, si Dieu a permis que j'existe, c'est parce que j'ai de la valeur et qu'il me veut certainement quelque part. Et de dire que au-delà de ce que j'ai vécu, c'est encore possible. Nous ne faisons pas que nous occuper des femmes victimes de violences, nous travaillons également en faveur des enfants de la rue. L'objectif des enfants de la rue, c'est de pouvoir les renvoyer dans leur foyer, les enlever de la rue et de les remettre dans les foyers parce qu'ils sont les futurs responsables de demain. Et donc, nous aimerons aussi ouvrir un centre de refuge pour ces jeunes-là. Parce que souvent, quand ils partent de la maison pour la rue, ils ont souvent fait de grosses gaffes à la maison. Et pour revenir, c'est pas souvent facile. Donc, on veut avoir un endroit où on peut les accueillir parce qu'il y en a qui veulent partir de la rue, mais la maison ne veut pas les accueillir. Donc, que ce centre-là puisse servir de transition en attendant que nous, on essaie de trouver une certaine conciliation avec les parents afin de les ramener à la famille et de pouvoir leur apporter une aide professionnelle, une formation qualifiante et également leur insertion dans la société. On voit que vous avez beaucoup de projets, vous souhaitez aller plus loin, mais avez-vous les moyens d'y arriver? Sinon, où allez-vous les chercher? Bon, pour le moment, nous faisons avec ce que nous avons et bien évidemment, nous sommes ouverts à tous les partenaires sociaux. D'accord. Madame Bia, vous êtes la présidente de l'ONG 3S. Vous en faites déjà beaucoup. Pensez-vous en faire assez? Sinon, jusqu'où voulez-vous aller? Alors, je crois qu'un des objectifs pour l'amélioration justement de la prise en charge de ces personnes qui ne savent pas où aller, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, cette vidéoconférence, pour permettre à tous les acteurs d'être là, pour avoir un fil conducteur, pour savoir où orienter qui à quel moment. Donc, je crois que c'est déjà ça. Pour nous, c'est une grosse avancée. Je vous remercie encore d'être là aujourd'hui. Et pour dire que je crois qu'avec ce circuit, nous allons pouvoir aller encore un peu plus loin. Et aussi dans les stratégies de lutte contre les violences, je crois qu'il faut aussi, Madame le procureur est là, lutter vraiment contre l'impunité des agresseurs. Parce qu'il y a ça qui est là, on laisse aller certaines choses, vu qu'il y a cette pression aussi familiale, et ça continue. Aujourd'hui, à 3S, nous avons des jeunes filles, on a dit la majorité c'est les moins de 20 ans, mais nous avons aussi des enfants de 3 ans, des enfants de 9 mois, qui ne peuvent pas venir ici pour parler. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je crois que tous ensemble, nous pouvons aller plus loin.
et encore plus loin, et on verra au fur et à mesure. C'est un premier pas aujourd'hui, et on verra que peut-être demain, on fera encore plus. D'accord, Voilà. nous sommes encore ensemble pendant 20 minutes, Oui. donc nous pouvons encore aller plus loin dans le débat. Et je veux évoquer ici le commentaire d'une internaute. Les violences morales sont les plus dures à gérer car elles vivent continuellement dans la tête. Je pense que seule l'acceptation aide à vivre avec car elles ne s'effacent pas. On apprend juste à ne plus les laisser avoir le contrôle de soi. C'est le commentaire d'une internaute qui nous renvoie à quelque chose de difficile, notamment l'étape de la reconstruction qu'évoquait Madame Marundu. Est-ce la peur de fournir ces efforts surhumains pour franchir cette barrière qui fait en sorte que certaines femmes préfèrent se taire? Madame Angoué, par exemple. Je pense que le premier pas, c'est de briser la loi de l'omerta, la loi du silence. Voilà. Je pense que le fait déjà qu'elle puisse s'exprimer, parler à quelqu'un, que ce soit un membre de la famille ou un professionnel dans le domaine, amène déjà un certain baume dans la souffrance qu'elle traverse. Donc, le conseil que je donne, c'est de parler, de briser, et à partir de là, si déjà elle fait ce premier pas, je pense qu'elle pourra en faire un deuxième, un troisième et aller plus loin pour pouvoir avoir gain de cause. Madame le procureur, la loi du silence malheureusement règne malgré tout et on évoque souvent des cas d'impunité qui sont encore à vérifier, je le précise. Est-ce que vous pouvez rassurer ces femmes justement qui sont peut-être devant leur smartphone, leur ordinateur, leur tablette, peut-être leur dire que lorsqu'elles viennent vers le corps judiciaire gabonais, on y trouve des solutions? Merci encore pour cette question. Il faut le dire, le problème là a déjà été évoqué ici. Il ne s'agit nullement d'impunité, mais plutôt d'un silence qui est entretenu. Malheureusement, plusieurs femmes ont du mal à se rapprocher de l'administration judiciaire afin de faire état des violences dont elles feraient l'objet. Toutes les fois qu'une femme s'est présentée dans notre administration pour faire état des violences dont elle ferait l'objet, nous vous assurons que immédiatement nous en donnons des suites. Vous vous sentez impliqué? Concerné? Évidemment. Évidemment que nous-mêmes en qualité de femmes, nous nous sentons concernés par ce sujet. Et donc, il est hors de question qu'une femme comme nous puisse venir se plaindre d'un dommage qu'elle subirait et nous, on serait là pour l'entretenir. Non, c'est pas le but que nous visons, pas du tout. Nous avons à cœur de réprimer, de sanctionner toutes les infractions à la loi pénale inhérentes aux violences faites aux femmes. C'est pourquoi nous voulons demander aux femmes, de manière solennelle, d'avoir le courage, d'avoir la force, de pouvoir nous saisir, d'arrêter de se taire, de venir se plaindre pour qu'éventuellement des sanctions puissent être apportées. En vérité, tant qu'on ne va pas en discuter, tant qu'elles n'auront pas le courage de venir vers nous, il nous sera difficile à nous de donner des suites aux dommages qu'elles subissent. Or, malheureusement, nous constatons que les statistiques parlent pour dire que cette violence ne fait que prendre de l'ampleur. Il est temps que les femmes se lèvent pour qu'elles viennent vers nous, vers le corps judiciaire, pour que nous donnions les suites qui sont inhérentes à ces infractions. Maître Dalmeda, dans l'exercice de vos fonctions, vous disiez tout à l'heure que vous écoutez beaucoup de femmes. Vous est-il arrivé de tomber sur le cas de certaines femmes qui préfèrent se taire? Elles n'en disent peut-être pas assez sur ce qu'elles subissent. Comment faites-vous pour les faire parler? J'avoue que ce n'est pas facile parce que selon ce que l'internaute a dit, vous savez, Madame Angoué disait tout à l'heure que les violences psychologiques sont subtiles. Parce que parfois même, avant de savoir que vous êtes en train de subir une violence, il faut du temps. Donc, si personne n'est là pour vous dire non, ça c'est une violence que vous êtes en train de subir, vous pouvez passer toute votre vie et ne rien faire. Donc, souvent, ce que nous faisons d'abord, il ne faut pas brusquer. Si la personne n'est pas prête, il ne faut pas la forcer. Donc, ça va prendre du temps, mais elle finira. Parce que je me rappelle d'une dame qui était venue me voir. Elle ne savait même pas que c'était une violence. Son mari ne cessait de lui dire, tu ne vaux rien, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu peux faire? Sans moi, tu n'es rien. Donc, des injures, dégradations, si bien que la personne, au début, était là aussi. Donc, comme a dit Madame Angoué, il faut briser le verre.
faut savoir qu'il faut faire un pas, ensuite 2 pas, et c'est ce que, donc, ce que les femmes, il faut qu'on s'encourage. Il faut que, quand entre nous-mêmes, d'abord, on doit s'encourager. Il faut aussi que la personne qui vient vers vous ait confiance en vous. Parce que la peur, il y a la peur aussi, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on peut venir vous dire, je peux aller chez madame la directrice, oui. Je lui explique mon problème, et puis quelques temps après, vous entendez parler de ça, peut-être à vos proches et autres. Donc, c'est une question de confiance. Confiance, et puis bon, je pense que petit à petit, à force d'en parler, on brisera le tabou et on y arrivera. Madame Marundou, vous êtes sur le point de nous quitter, peut-être en mot de fin avant que vous ne partiez, vous donnez votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui, justement, peut être fait pour que plus de femmes s'investissent dans ce combat en venant dénoncer ce qu'elles subissent? Il faut déjà beaucoup encourager les femmes à prendre la parole, parce que comme disaient les différentes intervenantes, si elles ne sortent pas du silence, on ne pourra rien faire pour elles. Et malheureusement, la violence psychologique, c'est la première de toutes les violences. Avant qu'elle ne soit physique, elle commence toujours par être psychologique. Et lorsque la femme est touchée psychologiquement, c'est compliqué pour elle de venir s'ouvrir. Le plus souvent, elle peut peut-être en parler à un proche, et c'est par rapport à la réaction que ce proche-là aura envers elle qu'elle verra si elle doit aller un peu plus loin. Et donc, moi, je veux dire que si vous vous confiez à la mauvaise personne, si la personne ne comprend pas, parce qu'on n'est pas toujours comprise, sortez du silence et venez. Aurore est là pour vous soutenir. Aurore est là pour vous donner la main et dire que c'est encore possible. C'est possible de se reconstruire. C'est possible de trouver une solution par rapport à votre couple pour que ça aille beaucoup mieux. Et si ce n'est pas le cas, c'est possible. En tout cas, le meilleur est à venir. Ce que vous avez juste à faire, c'est de sortir du silence. Levez-vous et prenez la parole. Et le reste sera fait. Où trouve-t-on Aurore? Vous avez peut-être une page Facebook? Oui, nous avons une page Facebook. Un siège social? Et nous avons également un site internet. Nous avons un siège social. Nous étions sur la route d'Ondimba, mais nous sommes en train de déménager pour la nouvelle route Mini-Prix. Mais je crois que dès que le transfert sera finalisé, toutes ces informations seront disponibles sur la page Facebook et sur le site internet. D'accord. Merci beaucoup, Madame Marundou. Je vous en prie. Êtes très occupée. Vous allez à une autre conférence débat. On va vous libérer. Okay, merci à vous. Merci beaucoup. Passez au micro, Madame Bia. Justement, on parle de la reconstruction, Madame Bia, de ces femmes victimes de violences. Ça semble très difficile. Et comment faites-vous au niveau de l'ONG 3S? Comme je vous l'expliquais, rien qu'avec ce questionnaire, ce premier questionnaire de primo-arrivants, ça oriente déjà l'animateur social qui va prendre la personne pour l'écoute. Donc là, et au départ, dans les animateurs sociaux, nous avions une psychologue. Mais pour le moment, elle est indisponible. Et donc, quand le problème est très très profond, comme on disait, on fait appel à une psychologue extérieure. Mais je voulais juste rappeler que même dans l'exercice de mes fonctions, parce que je suis sage-femme de formation, nous avons des femmes enceintes qui subissent des violences. Et là, c'est la catastrophe. Est-ce que cela se fait en une séance ou peut-être plusieurs? Non, sur quelle période ça peut avec jusqu'à la fin de la grossesse. On est obligé d'être là parce que vous avez cette tension artérielle qui se lève et qui a des conséquences très graves. On peut aller jusqu'au décès de la dame lors de l'accouchement. Donc, vous avez toutes ces choses et ces avantages-là aussi font en sorte que, au niveau de l'ONG, nous puissions quand même des fois tout le temps chercher à améliorer les prises en charge. Mais c'est surtout orienter, vraiment trouver la bonne personne, comme disaient les autres intervenantes, trouver la bonne personne pour avoir la bonne écoute et se laisser aller pour déclarer, pour dire ce qu'on ressent au fond de soi. Maître Dalméda? Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que la violence physique, c'est facile à prouver. Parce que quelqu'un vient chez vous, le visage est tuméfié, le bras cassé. Il suffit d'envoyer à l'hôpital pour un certificat médical. Mais les violences psychologiques, comment le prouver? Si quelqu'un vient dans mon bureau, à mon étude, dire que je fais l'objet de violences psychologiques, si je dois l'envoyer chez madame le procureur, il faut quand même une preuve. Parce que arriver sans preuve,
eux, ils ne peuvent pas poursuivre. Donc, c'est ça la difficulté aussi, parce que ces violences-là, ça se passe dans les maisons. Vous êtes seul, il n'y a personne, sauf s'il y a un témoin ou un ou deux témoins ce jour-là. Mais si quelqu'un exerce des violences psychologiques, c'est difficile de le prouver. D'accord, maître. Chers internautes, nous sommes sur ce live Facebook en conférence débat donc pour évoquer les questions de qui fait quoi, où et comment dans la chaîne d'action de l'élimination des violences faites aux femmes dans Port-Gentil. Et donc nous allons avancer et cette fois-ci aborder le volet des questions posées par les internautes pendant que nous sommes en conférence débat. Elles sont très nombreuses à nous suivre et nous allons d'abord lire la question de Madame Josiane qui demande en tant que pédiatre, est-ce que j'ai le droit d'examiner un enfant victime de violences sexuelles sans autorisation judiciaire? Je me retourne vers Madame le procureur. Il faut dire que pour examiner une personne, fût-elle enfant ou majeur, pour des violences sexuelles, il faudrait être un médecin qui relève d'une administration publique. Ça, il faut le dire d'entrée de jeu. Parce que ce sont ces médecins qui travaillent en relation avec la juridiction. À défaut, si un pédiatre constate qu'il y a, qu'un enfant de 3 ans aurait été victime d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, ce médecin peut nous saisir sur dénonciation et à partir de ce moment, nous allons orienter l'examen médical de cet enfant pour qu'il soit pris en compte dans le dossier judiciaire de cet enfant vers un médecin agréé. Parce que si le médecin qui a établi le certificat médical de l'enfant ne rentre pas dans dans la liste des médecins agréés, ce certificat médical ne va pas être pris en compte. Il peut être, lors d'une audience, être battu en brèche par l'avocat de la partie adverse. C'est pourquoi ce sont des médecins agréés qui, normalement, sont inscrits sur la liste des médecins de la cour d'appel. Il y a une liste dans laquelle les médecins sont censés s'inscrire à la cour d'appel pour être désignés comme des médecins agréés pour pouvoir établir des certificats médicaux qui nous serviront pour la mise en forme des procès éventuels. Dans le cas de Port-Gentil, est-ce que ces médecins sont nombreux? Non, ils ne sont pas nombreux. Malheureusement. Il s'agit en règle générale des médecins des structures publiques, notamment l'hôpital régional ou à défaut, voilà, exactement. D'accord. Madame Bia, vous vouliez compléter quelque chose? Comment peut-on apporter des preuves de ces violences? Alors, c'était par rapport à la réponse de Madame le procureur, parce que dans l'exercice de nos fonctions, nous avons des mamans qui emmènent leur jeune fille de 5 ans, de 3 ans. Je veux juste voir si elle a subi des violences et autres. Et nous, comme vous dites, avec des médecins agréés, nous sommes obligés de les référer vers le CHR. Parce que nous, en tant que sage-femme, nous n'avons pas habilité à le faire. Exactement. Voilà. Madame Libata, allez-y. Prenez un micro, s'il vous plaît, attendez. Je vais revenir sur les violences psychologiques qui sont difficiles à prouver. Sur ce plateau, on est un panel de spécialistes et souvent, quand on arrive à un certain niveau des compétences, on est lié et on est limité et c'est à ce moment-là qu'on doit référer. Aujourd'hui, il y a des psychocliniciens au niveau de l'hôpital de Tchengué. Donc, c'est-à-dire que si déjà la personne vous fait part de ce type de violence, l'orienter vers Tchengué, où il y a 2 psychocliniciens qui pourront dresser un examen psychologique qui pourra servir de preuve. Je reste avec vous. On parle toujours des violences psychologiques et c'est la question d'une internaute, Mademoiselle Ngoma, qui demande: peut-on considérer l'abandon parental des pères comme une violence psychologique? Bien sûr, bien sûr. On sait combien de fois le rôle du père est important dans le développement psycho-affectif d'un enfant. Donc, c'est forcément une violence. Et à ce propos, je veux dire qu'actuellement, l'UNICEF a fait un grand pas dans la protection de l'enfant en mettant en place un numéro vert, le 1412, donc qui actuellement est gratuit à partir d'un numéro RTL pour le moment. Ils sont en train d'étudier la question avec Libertis pour que ça soit également gratuit au niveau de Libertis. Donc, actuellement, au niveau du Gabon, donc on a un numéro vert protection de l'enfant, le 1412.
Donc, déjà sur la question des violences sexuelles, puisque lorsque Madame la présidente de l'ONG parlait du questionnaire, elle nous a fait état que l'âge de début scolaire, c'est avec 15 ans. À partir de 15 ans, il y a des enfants qui disaient qu'ils étaient déjà victimes d'attouchement. Voilà. Donc, déjà pour ces enfants-là, et même pour les adultes témoins de ce genre d'actes, vous avez maintenant la possibilité de procéder à des signalements à partir du 14-12. D'accord. Donc, retenez donc ce numéro, très chers internautes, le 14-12, qui est le numéro vert donc, sur lequel vous pouvez appeler pour avoir un peu plus d'informations sur la question dont nous évoquons ici, donc les violences faites aux femmes, leur élimination. Madame Maître Dameda, je me retourne encore vers vous, vous évoquez tout à l'heure la difficulté d'identification d'une violence psychologique. Comment peut-on justement, comment une femme peut-elle se rendre compte que là, elle est en train de subir une violence psychologique? Quels sont les signaux qui doivent pouvoir l'interpeller? Bon, je dirais que... Allez-y, oui. Après, je me retourner vers vous, Madame Angoué. Non, c'est vrai que c'est difficile, mais quand vous faites le cas d'injures, parce que, bon, injure, c'est déjà dégradant, mais de certains termes, vous ne valez rien. On essaie de vous dévaloriser. Je pense que c'est déjà un signe, parce que on dit nous sommes l'homme et la femme naissent égaux en droit. Donc, si votre partenaire essaie déjà de vous dire que vous ne valez rien, il cherche à vous dévaloriser. Donc, déjà, c'est une alerte. Donc, vous devez savoir qu'attention, là, il touche à mon intégrité morale. C'est ça, moi, je pense que c'est déjà un signe. D'accord, merci beaucoup, Maître. Madame Angoué, vous êtes le chef du service de la famille dans la province de l'Ogooué-Maritime. Comment peut-on identifier une violence psychologique? Bon, c'est facile à identifier quand les deux concernés sont devant vous. Vous constaterez par exemple que le monsieur coupe la parole à la dame, ça c'est déjà quelque chose, à travers des petits mots qui peuvent dévaloriser. Et on peut aussi définir ça ou détecter ça par le désarroi de la personne. Le repli aussi sur soi aussi est déjà un signe pour dire que la personne est victime de violences psychologiques. Nous sommes presque au terme du temps qui nous est imparti. Nous avions 1 heure à passer ensemble. Il nous reste à peu près 5 minutes. Nous allons donc aller vers les mots de fin de chacune d'entre vous. Si vous avez quelque chose à rajouter. Madame Bia, je vais commencer par vous. Alors, merci. Je crois que nous avons fait un pas déjà aujourd'hui. Là, nous avons un numéro vert. Et c'est une des recommandations qu'il y avait dans ce qu'on pouvait avoir pour lutter, sinon vouloir éradiquer ces violences. Je crois on souhaiterait encore faire plus, comme je le disais au départ. Nous allons améliorer cette écoute et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des personnes disponibles vers qui nous pouvons orienter les bénéficiaires qui viennent à 3S et qui sont meurtris, qui sont traumatisés. Parce que ces jeunes, nous l'avons encore dit, que la majorité des femmes, c'est des jeunes filles de moins de 20 ans, qui demain ont déjà un avenir sexuel qui est assez, on va dire, qui ne donne pas la route, quoi, qui va avoir des répercussions dans leur foyer et autres. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc, c'est maintenant qu'il faut aider ces jeunes à pouvoir aller de l'avant. Et je crois que l'ONG 3S ne cesse chaque jour d'améliorer sa prise en charge, d'améliorer les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent être reçus. Donc voilà pour ma part et j'espère que ce circuit que nous avons établi aujourd'hui, nous avons les avocats, nous avons les affaires sociales, nous avons la famille, nous avons Madame le procureur qui a insisté pour que les personnes aillent se dévoiler, aillent, on va dire tout simplement, trahir
je crois qu'on pourra avancer avec ça. Merci. Maître Dalméda, vous avez peut-être un mot de fin, peut-être évoquer quelque chose que vous auriez voulu aborder sur ce plateau. Bon, je dirais que bon, tout le monde doit se sentir concerné. Que ce soit les femmes, les hommes, nous devons nous sentir concernés afin de dénoncer, parce que toute personne peut faire une dénonciation, mais fondée, hein, parce que quand ce n'est pas fondé, vous pouvez vous retrouver par une procédure pour dénonciation calomnieuse. Donc, on doit être la police, on doit encourager celles qui font l'objet de victimes d'en parler, et nous devons aussi les encourager. Encourager en ce sens que il faut faire l'écoute et il faut être attentionné. Et je pense qu'avec le temps, on ne va pas assez... Ce sera prétentieux de dire qu'on va éliminer, mais on fera un grand pas. Merci beaucoup, maître. Madame Libata. Ok, en mot de fin, je dirais, chers internautes, je dirais, chères sœurs, chères grandes sœurs, aujourd'hui, on a pu vous présenter un panel de spécialistes qui sont prêts à vous écouter, prêts à vous recevoir sans vous juger, tout simplement pour vous aider. Il y a un minimum de services de prise en charge. Donc, il y a les ONG, il y a le ministère public représenté par les affaires sociales, la famille et la justice. Donc, n'hésitez plus. Venez nous rencontrer, venez vous dévoiler pour pouvoir vous reconstruire. Merci. Madame Ongwe. Comme a dit les autres, je pense que si toutes ces femmes qui sont victimes de violences pouvaient briser le silence, ça nous permettrait de mieux améliorer nos prestations. Pour que nous soyons efficaces autant que nous sommes là sur le plateau, il faut briser le silence. En le faisant, chacune de nous saura qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir amener de la joie ou de l'harmonie à cette personne. Merci beaucoup, Madame Ongwe. Madame le procureur, à vous. Je dirais simplement que il est temps que d'un point de vue culturel, on brise cette loi du silence, trop souvent entretenue dans nos familles, où on a même par nous-mêmes assisté à ces violences, mais on était comme des complices. Nous sommes tous tués. Il est temps aujourd'hui que tout le monde dénonce. Nous devons dénoncer vraiment avec la plus grande âne afin que ces violences puissent cesser. Ce qui est certain, c'est qu'au parquet de la République de Port-Gentil, toutes les fois que ces dénonciations nous seront faites, toutes les fois que les personnes viendraient à se plaindre devant nous, les suites juridiques vont être données à tous les auteurs des infractions à la loi pénale. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Madame Mintsa, qui est procureure de la République auprès donc du tribunal de Port-Gentil. Juste à côté d'elle, il y avait Madame Ongwe, qui est chef du service de la famille dans Port-Gentil. Madame Dibata est directrice provinciale des affaires sociales dans le Gré-Maritime. Et évidemment, elle vit à Port-Gentil. Juste à côté de moi, à droite, nous avons Maître Dalméda, qui est avocate, donc au barreau de Port-Gentil, au barreau du Gabon. Et juste au fond, Madame Bia Mylène, qui est la présidente de l'ONG 3S, Santé, sensibilisation santé sexuelle. J'y arrive. Et c'est vous qui nous receviez donc sur ce plateau pour évoquer la question de qui fait quoi, où et comment dans la chaîne d'élimination des violences faites aux femmes. Merci à toutes d'être venues. Vous l'avez compris, les violences faites aux femmes passent donc d'abord par la dénonciation de ce mal. Il faut en parler, que l'on soit victime ou simple témoin, car se taire, c'est malheureusement mettre en danger plus de femmes. Et souvent, ça se passe tout près de chez nous. Ce plateau va se refermer. Merci d'être resté connecté et restez toujours sur la page des 3S.